Une vaillante remontée de pente. Mademba était tout en sueur. Il venait d'achever un long jogging sur la plage sablonneuse longeant la falaise, en dessous de la cité blanche et azur où logeait Bekengom. C'était une belle matinée de fin novembre. Cela faisait 3 mois que Mademba vivait sous le toit de son ami d'enfance. Il n'avait, pendant tout ce temps-là, pas une fois remis les pieds à la pergola. Avec le soutien de Bekengom et de Doudoundoy qui passaient régulièrement le voir, il avait choisi de refermer définitivement la page de ses turpitudes anciennes. Cela lui réussissait bien. Convenablement nourri, dormant à des heures normales, faisant régulièrement son sport matinal et prenant bien soin de son hygiène, il avait très rapidement repris des couleurs. Il était quasiment redevenu le beau et charmant jeune homme qu'il était naguère. Au fil des jours, il avait repris goût à une occupation qui lui était chère avant qu'il n'eût sombré, la lecture. Par chance, Bekengom était revenu des États-Unis avec plein de livres. Sa bibliothèque en était remplie. Il y avait divers auteurs anciens, classiques et récents, français, anglo-saxons et germaniques. Bécaye, tu as beaucoup de bons livres, mais pas un seul qui traite de l'histoire ou de la sociologie africaine. Tu es toujours sous l'emprise de la culture occidentale, tu n'as rien qui parle de nous, interpella-t-il son ami, sur un ton badin, un soir après dîner. Tu as sans doute raison, vieux. Mais faut-il pouvoir en trouver? Répondit Bécaye. Je ne connais hélas pas beaucoup de productions africaines sur notre histoire ou l'étude de nos sociétés. Il y a bien celle de Cheikh Anta Diop qui nous a définitivement édifiés sur la civilisation noire, dans Nation nègre et culture, l'unité culturelle de l'Afrique noire précoloniale, ou encore Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique. Je n'oublie pas, bien entendu, l'excellent ouvrage de Sekene Modi Sissoko, Histoire de l'Afrique occidentale, Moyen Âge et temps moderne, édité, tout comme les livres du savant égyptologue, par Présence africaine. Mais, franchement, plus rien de consistant, après. J'ai envie de qualifier cette situation de désert intellectuel, de paramoué spiritual, pour reprendre Miguel de Unamuno. Mademba, toi et les autres jeunes sociologues et historiens, vous avez vraiment du pain sur la planche. En tout cas, ce n'est pas la matière à traiter qui manque. Mademba reconnut qu'effectivement il y avait fort à faire pour une écriture africaine de la véritable histoire des sociétés du continent. Ce qui, plutôt que de lui déplaire, le conforta davantage dans la résolution qu'il avait prise de reprendre ses études universitaires, de mettre les bouchées doubles, pour passer le cap de la maîtrise et viser le doctorat. Les séances de lecture et de réflexion quotidiennes, dont il commençait à prendre le pli, dès après son jogging, le mettaient déjà dans le bain. Le soir de sa discussion avec Bécaye sur les perspectives de l'historiographie et de la sociologie africaine, il terminait la lecture d'un recueil épistolaire engageant Sigmund Freud et Albert Einstein, éminents psychanalystes autrichiens et physiciens allemands, l'un et l'autre. Ils y répondaient à la pernicieuse question, pourquoi la guerre? En 1933, en pleine montée du nazisme. Faisant montre d'une extraordinaire lucidité, Einstein y dénonçait de puissantes forces psychologiques, qui obstruaient la voie qui mène à la sécurité internationale, laquelle devait nécessairement passer par une organisation supra-étatiste qui soit capable de conférer à son tribunal une autorité inattaquable et de garantir la soumission absolue à l'exécution de ses sentences. Ce groupe, écrivait le déjà réputé scientifique, se compose d'individus pour qui la guerre, la fabrication et le trafic des armes ne représentent rien d'autre qu'une occasion de retirer des avantages particuliers, d'élargir le champ de leur pouvoir personnel. Cette accusation dirigeait manifestement contre Hitler, les alliés du nazisme, les marchands de canons et le grand capital de tous bords restait d'actualité, se dit Mademba. Il en était de même des questions fondamentales qu'Einstein avait posées à son interlocuteur. Comment se fait-il que cette minorité-là puisse asservir à ses appétits la grande masse du peuple qui ne retire d'une guerre que souffrance et appauvrissement? Comment est-il possible que la masse se laisse enflammer jusqu'à la folie et au sacrifice?
Existe-t-il une possibilité de diriger le développement psychique de l'homme de manière à le rendre mieux armé contre les psychoses de haine et de destruction? Einstein avait les réponses à ces deux premières questions. Si une minorité de dirigeants prédateurs fanatisait et subjuguait ainsi jusqu'au extrême un peuple, c'est parce qu'elle avait en main tous les outils requis, l'école, la presse et presque toujours les organisations religieuses. C'est par ces moyens qu'elle domine et dirige les sentiments de la grande masse dont elle fait son instrument aveugle, faisait-il remarquer. Il expliquait ensuite la disposition de la masse à l'expression de pulsions violentes par le fait que, l'homme a en lui un besoin de haine et de destruction. Sigmund Freud en était arrivé à des conclusions similaires, non sans avoir très longuement convoqué la psychanalyse. N'est possible d'éviter à coup sûr la guerre que si les hommes s'entendent pour instituer une puissance centrale aux arrêts de laquelle on s'en remet dans tous les conflits d'intérêts, s'accordait-il avec Einstein. Mais, de son point de vue étayé par l'échec flagrant de la Société des Nations mise en place au lendemain de la guerre de 1914 à 1918, pour qu'il n'y ait jamais plus cela, le père de la psychanalyse estimait que la création d'une instance supranationale pour la paix était une condition nécessaire mais pas suffisante. Qu'elle ne pouvait être d'aucune utilité si elle n'était pas dotée de la force appropriée. Il déplorait qu'on négligeât le fait que le droit était, à l'origine, la force brutale et qu'il ne peut encore se dispenser du concours de la force. Mademba remarqua que Freud était bien en avance sur son temps, à travers cette préfiguration des casques bleus, l'armée de l'Organisation des Nations Unies. Il l'était encore en prônant, bien avant les hippies, l'amour contre la guerre. Si la propension à la guerre est un produit de la pulsion destructrice, il y a donc lieu de faire appel à l'adversaire de ce penchant, à l'éros. Tout ce qui engendre, parmi les hommes, des liens de sentiments doit réagir contre la guerre. La psychanalyse n'a pas à rougir de parler d'amour, en l'occurrence, car la religion use d'un même langage, aime ton prochain comme toi-même, énonçait-il. Néo-pacifiste, Mademba était subjugué par les arguments développés avec force par Freud contre la guerre, en particulier parce que tout homme a un droit sur sa propre vie, parce que la guerre détruit des vies humaines chargées de promesses, place l'individu dans des situations qui le déshonorent, le force à tuer son prochain contre sa propre volonté, anéantit de précieuses valeurs matérielles, les produits de l'activité humaine, etc. Sa conviction de psychanalyste, en réponse à la troisième question d'Einstein sur comment armer l'homme contre les psychoses de haine et de destruction était que, outre la crainte justifiée des répercussions d'une conflagration future, tout ce qui travaille au développement de la culture travaille contre la guerre. Mais tout cela n'était-il pas qu'utopie? Mademba revisita, dans sa tête, l'histoire du monde depuis les considérations développées par Einstein et Freud. Il se rendit à l'évidence que le pacifisme et les vertus de la culture n'avaient pu empêcher ni les ravages de la deuxième conflagration mondiale, ni les sanglantes guerres externes ou internes qui suivirent, au Vietnam, en Algérie et dans les autres colonies d'Afrique, en Afrique du Sud, en Palestine, et en Amérique latine, sous la violente férule des nazis et par la suite des États-Unis, de la France, des autres hégémonistes occidentaux, de leurs affidés et protégés. Les mobiles étaient restés les mêmes, la mégalomanie, l'antisémitisme, le racisme, le sionisme, les dictatures de tous bords et la boulimie concomitante des puissances politiques et financières. Mademba réfléchissait beaucoup sur ces questions et bien d'autres encore. Autour, il avait des discussions passionnées avec Bécaye, et également avec Doudou, quand celui-ci venait aux Almadies, ou quand le trio réformé se retrouvait chez lui, dans son logement de fonction, à la base aérienne de Wakam, le week-end généralement. Physiquement requinqué et intellectuellement remis en confiance, Mademba se réinscrivit à l'université de Dakar, début décembre 1975. Grâce à l'intervention d'une personnalité haut placée actionnée par un chef supérieur de l'armée sollicité par le lieutenant Doudou Ndoye, il retrouva sa bourse suspendue depuis 2 ans. Il déménagea au campus pour de nouveau s'immerger complètement dans le cadre universitaire et pouvoir se donner à fond au travail, entre les cours et les recherches à la bibliothèque universitaire,
à l'Institut fondamental d'Afrique noire et aux Archives nationales. L'année académique s'écoula studieusement, sans anicroche. Pour son mémoire de maîtrise, Mademba avait choisi comme sujet « L'éducation et la culture à l'apogée colonial ». Faits et références historiques à l'appui, il montra que l'enseignement, restreint à une faible portion de la population, avait été coercitif, au rabais, utilitaire et dépersonnalisant. Qu'il était en parfaite symbiose avec une culture aliénante pour l'élite sortie du moule et constituée uniquement de littéraires, à quelques très rares exceptions scientifiques près. L'éducation et la culture reproduisaient l'idéologie et les pratiques colonialistes. Elles faisaient partie intégrante d'une large panoplie d'instruments de domination, d'asservissement, d'assimilation et d'exploitation. Dans la période étudiée par Mademba, les Sénégalais ne demandaient pas encore l'indépendance. Ils en étaient plutôt à revendiquer, à travers des canaux politiques et syndicaux, une certaine égalité de traitement, un alignement de l'enseignement dans la colonie sur celui dispensé en métropole, notamment. Ils ne voulaient pas qu'on fît de leurs enfants rien que de simples petits commis et ouvriers, mais également et surtout des cadres compétents et des agents qualifiés, conscients de leurs intérêts et responsabilités. Les réajustements consentis par la France ne furent jamais de grande ampleur. Ces blocages et réticences firent partie des frustrations qui motivèrent le combat mené, par la suite, pour l'émancipation et la souveraineté internationale. La soutenance de Mademba fut une simple formalité, le lundi 4 octobre 1976. Déjà, en première lecture, la qualité de son travail avait conquis son directeur de mémoire et les autres membres du jury. Ils lui décernèrent, sans réserve, la mention très bien. Cette sanction, qui était la plus haute, lui donnait droit à une bourse pour des études de 3e cycle en France, ce niveau supérieur n'existant alors pas à Dakar. Et il l'obtint.